Alors, tout de suite pour commencer, définition et mesure de la croissance économique. Définition de la croissance, le mieux c'est de partir de la définition de l'auteur François Péroux, qui définit la croissance de la manière suivante. Il s'agit de l'accroissement durable d'une unité économique simple ou complexe, réalisée dans des changements de structure et éventuellement de système, et accompagné de progrès économiques variables. Bon. Évidemment, cette définition doit être expliquée pour prendre un sens. L'accroissement durable, ça veut dire que la croissance économique, c'est une augmentation d'un indicateur, mais cette augmentation n'a pas lieu sur le court terme ou sur le moyen terme, c'est une augmentation que l'on doit constater sur le long terme, c'est-à-dire sur le pluriannuel. Donc, on va distinguer, je reviendrai tout à l'heure sur cette nuance, on va distinguer la croissance économique, phénomène sur le long terme, et la phase d'expansion d'un cycle de croissance, la phase d'expansion, quand le cycle de croissance est de court terme, eh bien, qui ne peut durer que quelques mois. Donc, il ne faut pas confondre expansion et croissance. Nous allons parler de la croissance économique, c'est-à-dire d'un phénomène de long terme. Accroissement durable d'une unité économique simple ou complexe. Ça veut dire que je peux parler, et je parle de la même chose, de la croissance d'une entreprise, une unité économique simple, ou je peux parler de la croissance d'une nation, c'est-à-dire une unité économique complexe. Alors évidemment, dans le cours d'économie générale, nous, quand on parlera de croissance, on parlera de la croissance des nations, qui se mesure par le produit intérieur brut. Mais cette définition peut s'appliquer effectivement à la croissance des entreprises. Réalisée dans des changements de structure et éventuellement de système, et accompagnée de progrès économiques variables. Deux choses à retenir dans cette fin de définition, c'est que l'accroissement de la production va provoquer un changement dans le système économique qui la produit. C'est le propre de la croissance, c'est l'augmentation des richesses produites, et bien finalement va déboucher à une transformation des structures, par exemple des marchés, un développement des marchés, un développement de la concurrence, une augmentation des niveaux de vie. Bref, cela va provoquer des changements. Et parfois accompagné de progrès économiques variables. Les progrès économiques, eh bien, ce sont les conséquences de la croissance économique, et ce sont les conséquences qui sont souhaitées et désirées par nos gouvernements notamment. C'est pour ça qu'ils essayent de définir des politiques en faveur de la croissance économique. Et pour faire bref, eh bien, ces progrès économiques variables, c'est quoi ? Ce sont des augmentations de revenus et ce sont des augmentations de l'emploi. Et évidemment, ce sont des conséquences qui sont attendues du fonctionnement du système économique. Alors, il faut distinguer croissance, développement et expansion. Alors, le développement va se définir comme, toujours selon notre auteur François Péroux, d'une part, l'ensemble des changements des structures mentales et des habitudes sociales d'une population qui la mettent en état d'augmenter de façon durable un produit réel et global, et d'autre part, l'ensemble des changements observables dans le système économique et dans le type d'organisation qui conditionne la croissance. Alors là aussi, on a une définition pléthorique et qui mérite certaines explications. Alors, en fait, on peut séparer la définition du développement en deux parties. On parle dans une première partie du développement social et dans une deuxième partie du développement économique. Donc, j'apprends une chose essentielle, c'est que le développement, il a toujours une double dimension. Il est économique et social. Alors, du point de vue social, qu'est-ce qui caractérise le développement ? Eh bien, c'est un changement de structure mentale. Par exemple, la manière de représenter le progrès technique. La manière de se situer par rapport aux autres peuples. Donc il y a des représentations qui sont communes à des populations et que ces représentations, elles vont généralement changer avec le développement économique. Donc le développement social, par le changement de structure mentale, est souvent la conséquence d'un développement économique préalable. Des habitudes sociales, c'est-à-dire qu'on va changer tout un tas de comportements. Par exemple, la croissance des Trente Glorieuses en France s'est accompagné d'un essor du travail féminin. Et donc, évidemment,
le travail féminin salarié à l'extérieur du foyer, eh bien, va engendrer tout un tas de conséquences importantes sur les habitudes sociales des Français, puisque c'est la façon de vivre qui va changer, c'est la manière d'élever les enfants qui va changer. Bref, c'est la manière aussi de vivre le couple qui va changer. Donc ça a aussi des conséquences sur l'institution matrimoniale. Donc on voit bien que ces grandes évolutions, eh bien, elles modifient ce qu'on pourrait appeler le vivre ensemble, finalement, des structures sociales. Donc, d'une part, l'ensemble des changements des structures mentales et des habitudes sociales d'une population qui la mettent en état d'augmenter de façon durable un produit réel et global. Alors, c'est intéressant puisque là, on entre dans la dimension cumulative des phénomènes de croissance et de développement. C'est-à-dire que le développement, en modifiant les habitudes sociales et les structures mentales, eh bien, va permettre, par la suite, de générer encore plus de croissance économique. Cette croissance économique, aboutissant à de nouveaux changements de structure sociale et mentale, qui seront encore plus favorables à la croissance économique. Donc on a une sorte de phénomène cumulatif, idéalement, entre croissance et développement, tel que c'est, entre croissance économique et développement social, tel que François Peyroux l'expose dans sa définition. D'autre part, là on passe au développement économique, c'est l'ensemble des changements observables dans le système économique et dans le type d'organisation qui conditionne la croissance. Alors, on revient sur ce qu'on disait tout à l'heure, la croissance provoque des changements dans les structures économiques de la nation. Par exemple, une place plus ou moins grande faite au marché ou à la régulation publique. Voilà un changement de structure fondamentale. C'est aussi au niveau des entreprises une modification des entreprises de leur taille, par exemple. La progression dans la taille des entreprises, l'apparition de firmes multinationales ou transnationales, eh bien, c'est aussi, quelque part, la conséquence de la croissance en termes de développement économique. Bref, en fait, la croissance, elle, induit des changements de nature extrêmement différentes, à la fois sur les populations, au niveau social, sur les manières de vivre, et à la fois, évidemment, sur l'appareil productif, sur les structures économiques. Alors, attention, erreur souvent commise, c'est pour ça que je préfère vous la signaler 2 fois de suite dans ce cours, c'est la confusion qu'on constate souvent entre le terme d'expansion et le terme de croissance. Alors, l'expansion désigne une phase d'un cycle économique sur le court terme. Un cycle économique, c'est 2 phases, une phase d'expansion et une phase de récession. Et les économistes se sont amusés, entre guillemets, à repérer dans l'histoire économique différents cycles. Alors, il y a des cycles de court terme, de quelques mois, 18, 24 mois. Vous avez des cycles de moyen terme, qui sont des cycles généralement de 3 à 5 ans, et puis vous avez des cycles de long terme, qui sont des cycles qui vont de 25 à 50 ans. On s'amuse à repérer la fréquence de ces cycles dans l'histoire économique, alors pour différentes nations. Donc, l'expansion n'est juste qu'une phase, j'allais dire de croissance, mais comme il ne faut pas confondre, on ne va pas utiliser le même terme, donc une phase de progression de la production dans un ensemble plus vaste qui s'appelle un cycle, qui va ensuite compter une phase de récession, c'est-à-dire de diminution de la production. Donc, distinction entre expansion et croissance. Comment mesure-t-on la croissance ? Eh bien, on les mesure par ce qu'on appelle des indicateurs de dimension. Vous les connaissez, puisque ces indicateurs de dimension sont le produit intérieur brut. Donc là, on est revenu à la mesure de la croissance des nations. On oublie la croissance des entreprises. Et ou l'utilisation plus volontiers faite par les anglo-saxons, l'utilisation du produit national brut pour mesurer cette croissance. Je vous rappelle la différence. Produit intérieur brut, c'est la valeur ajoutée qui est produite par les unités résidentes sur le territoire donc national, quelle que soit leur nationalité, alors que le PNB, au contraire, c'est la valeur ajoutée produite par les entités de nationalité française,
quelle que soit leur localisation, c'est-à-dire y compris si elles sont localisées à l'étranger. Donc PIB, PNB, bon, assez peu de différence dans l'importance des chiffres dans le cas français en tous les cas, et nous, on utilise quasiment exclusivement la notion de produit intérieur brut. Donc, on va mesurer la croissance grâce à ces indicateurs. Alors, ces indicateurs peuvent être fournis en valeur. Alors, quand on dit le PIB en valeur, eh bien, on pourrait dire le PIB nominal ou le PIB en euros courants. Ce sont trois expressions totalement identiques. Vous utilisez celle que vous voulez, hein, mais l'idée, c'est de ne pas se tromper dans la signification. Et puis, à côté du PIB en valeur, vous avez le PIB en volume, que l'on appelle aussi PIB réel, ou que l'on appelle PIB en, si c'est le cas de la France ou d'un pays de la zone euro, en euros constants. Si c'est les États-Unis, ce sera PIB en dollars constants. Alors, quelle est la différence entre valeur et volume ? Eh bien, c'est très simple. Dans les indicateurs de PIB en valeur, on tient compte de la variation des prix. C'est-à-dire que si le PIB en valeur augmente, je ne sais pas si cette augmentation est due à l'augmentation de la création de richesse ou à l'augmentation des prix, ou aux deux. Alors que dans un PIB en volume, j'ai sorti l'inflation et je sais que la progression de ce PIB, eh bien, est une progression de la production de valeur ajoutée, hein, et que les prix donc n'interviennent pas dans cette évolution. Donc, pour mesurer la croissance qui consiste à mesurer les augmentations de production, eh bien, il est nettement préférable d'utiliser des indicateurs en volume. Hein, donc, en règle générale, ce qu'on vous fournit pour rendre compte de la croissance, ce sont des indicateurs en volume. À partir de ces indicateurs en volume, de PIB ou de PNB, on peut calculer le taux de croissance. Comment calcule-t-on le taux de croissance ? De la manière la plus simple possible. Hein, c'est une sorte de taux de variation. Je soustrais au PIB de l'année 2010 le PIB de l'année 2011. L'inverse, je soustrais au PIB de l'année 2011 le PIB de l'année 2010. Et je rapporte cette soustraction au PIB de l'année 2010. C'est-à-dire de l'année d'origine. C'est finalement l'illustration de la formule valeur d'arrivée moins valeur de départ sur valeur de départ. Fois 100, puisque je cherche un taux de croissance et je sais que pour calculer un taux, il faut toujours multiplier par 100. Donc, voilà comment on calcule le taux de croissance. Alors, puisqu'on en est au taux de croissance, eh bien, illustrons avec les taux de croissance de l'économie française entre 2005 et 2011. Pour 2012, ça devrait être plus simple, puisque, comme vous avez dû en entendre parler, les prévisions sont de l'ordre de 0% pour notre pays. Hein, donc, a priori, année blanche en matière de croissance pour 2012, il n'y aura pas de croissance. D'aucuns redoutent d'ailleurs même une croissance négative, c'est-à-dire une récession de quelques dixièmes de points de pourcentage, hein, mais une récession quand même pour cette année 2012. Donc on voit le rythme de la croissance française, hein, qui est un rythme de croissance assez modeste entre 2005 et 2007, 1,7%, 2%, 2,3%, mais qui nous ont suffi pour créer des emplois supplémentaires et faire baisser le chômage, entre parenthèses. Et puis, la crise financière de 2008, avec un très très mauvais dernier trimestre 2008, hein, avec l'annonce de la faillite de Lehman Brothers et les premiers déboires des banques en Europe. Donc une croissance légèrement négative en 2008 et en 2009, la récession qui va suivre effectivement la crise financière en 2009, avec donc une croissance négative de 2,7%, ce qui est le plus mauvais score de l'économie française depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, hein, puisque depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, c'est la troisième
croissance négative annuelle connue par notre pays, 76, 93 et donc 2009. 2010, retour à la croissance, un rythme encore plus faible qu'auparavant, 1,5%, qui sera probablement confirmé en 2011. Je dis probablement parce que bien que l'année soit terminée, eh bien pour que les statistiques définitives soient connues, il va falloir attendre au moins 3 ou 4 mois en 2012 pour avoir les chiffres réels. Et puis, comme je vous disais, en 2012, eh bien, très probablement une croissance qui sera voisine de zéro, un peu moins, un peu plus, ce sera une bonne surprise. Hein, mais en tous les cas, l'absence de croissance notoire. Entre 2000 et 2010, la croissance moyenne a été de 1,9%. Hein, donc c'est une croissance annuelle moyenne, d'accord, de 1,9%, ce qui évidemment est très faible par rapport à la croissance de la période précédente, c'est-à-dire celle qui va des années 75 aux années 90-95. Hein, on est au-delà de 2%. Et puis, bien évidemment, beaucoup plus faible que celle connue entre la guerre et 75, celle des 30 Glorieuses, qui, en moyenne, est de l'ordre de 5%. Donc, on est vraiment, sur le long terme, hein, sur les 70 dernières années, on va dire ça, on est vraiment sur une pente descendante de la croissance économique, et la croissance semble de plus en plus faible dans notre pays.